J'en arrive sur cette fin de deuxième partie sur les problèmes qu'évoquent ces professionnels dès lors où ils ont eu à favoriser l'accueil d'une personne, enfin, d'un étudiant qui relève du spectre de l'autisme. Alors j'en ai mis quelques-uns aussi, et puis enfin, j'ai choisi un certain nombre de ces problèmes pour vous montrer que ces problèmes, c'est normal qu'ils apparaissent, puisque typiquement, ils renvoient à des caractéristiques de la personne autiste, enfin, de l'autisme de manière générale. Donc vous allez voir, je vais reprendre quelques-uns de ces problèmes qui ont été évoqués, et puis j'essaierai de montrer en quoi ça correspond à des caractéristiques que l'on connaît bien maintenant du spectre de l'autisme. Et connaissant ces caractéristiques, on pourrait justement faire des aménagements. Bien, une constatation, et là c'était sur tous les professionnels, les aménagements pédagogiques ordinairement proposés ne suffisent pas ou ne conviennent pas forcément pour les personnes relevant du spectre de l'autisme. Bon, il faut dire que dans pas mal d'universités, quand même, les aménagements relèvent souvent de ce qu'on appelle le tiers-temps pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a un aménagement des examens, on va donner un petit peu plus de temps à la personne. Alors, c'est valable pour une personne qui a un handicap visuel, par exemple. J'ai une étudiante actuellement on est obligé d'agrandir considérablement tous les papiers qu'on lui donne pour qu'elle puisse les voir. Enfin, en gros, son champ visuel correspond à un mot, tout au plus à un mot. Donc, vous voyez bien que le temps qu'elle déchiffre un sujet, ensuite qu'elle réponde, etc. Donc, lui donner du temps supplémentaire. Alors un tiers, là aussi, pourquoi un tiers et pourquoi pas le double de temps? Le mieux serait quand même de partir des caractéristiques et puis de proposer des aménagements qui correspondent de ces caractéristiques plutôt que de faire du standard. Donc, du tiers-temps pédagogique, par exemple, même pour certains étudiants, ça ne convient pas. Mais pour l'étudiant qui relève du spectre de l'autisme, éventuellement, ça ne lui sert à rien du tout. Ça ne lui sert à rien parce que ce qui lui pose problème, c'est d'être au milieu des autres, c'est d'être dans une pièce où l'éclairage ne lui convient pas, etc., etc. Donc, de fait, les aménagements habituels ne conviennent pas, mais ce sont les seuls que l'on propose parce que les professionnels chargés de cette mission, généralement, ne connaissent pas les caractéristiques de l'autisme. D'où cette mission de les former, mieux connaître l'autisme et donc mieux aménager l'environnement. Bon, maintenant aussi, j'ai repris là les deux items qui reviennent systématiquement. Ces problématiques principales restent la relation sociale. Bon, là aussi, ça semble relativement logique, puisque, je le disais tout à l'heure, voilà, si on devait résumer ce qu'est l'autisme, c'est le handicap social, c'est-à-dire cette différence dans les compétences sociales qui fait qu'on va avoir du mal à comprendre ce que disent les autres, surtout quand ils s'expriment au second degré. On va avoir du mal à lire les expressions faciales, les expressions émotionnelles notamment, alors qu'on sait que c'est un outil d'ajustement social, etc. Donc évidemment, ce sont les deux items qui, d'entrée, ont posé problème aux professionnels. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, vous voyez ici, je l'ai mis, on va rentrer dans le détail, et à chaque fois, j'ai essayé de faire un parallèle avec une caractéristique connue actuellement de l'autisme à partir de la recherche scientifique qui se fait au niveau international. Alors, les problèmes perçus, en voici quelques-uns. J'ai repris ici, c'était des questions ouvertes, j'ai repris la plupart du temps la formulation propre des professionnels. Donc, évidemment, au premier rang, et c'est normal, difficulté importante dans la communication. Et c'est vrai que c'est là où il faudrait mettre la quasi-totalité du pouvoir d'aménagement, parce que, en plus, s'il n'y a pas de communication, enfin, vous savez bien que c'est le propre du fonctionnement quotidien. Quand on n'a pas de communication, on ne peut pas comprendre ce que veut l'autre, et si l'autre ne comprend pas ce que lui dit, on ne peut pas non plus l'aider. Donc c'est le point crucial, c'est vraiment le nœud de l'aménagement, enfin le nœud de la prise en charge d'une personne qui relève du spectre de l'autisme. C'est avoir une communication de bonne qualité. Alors j'ai mis ici des exemples. L'étudiant autiste n'arrive pas toujours à exprimer les difficultés qu'il rencontre. Et ceci n'est pas étonnant, car parfois même, il sait qu'il est en difficulté sans vraiment identifier la source de la difficulté. Alors, voilà, si je vais dans le bon sens. Les étudiants en TSA perturbent la classe. On est toujours dans la sphère du social.
parce qu'ils parlent tout seuls ou qu'ils parlent fort, qu'ils font du bruit, etc., etc. Et là, évidemment, alors c'est pas grand-chose justement. Il y a des solutions là, à mon avis, faciles qui sont à mettre en œuvre. Ne serait-ce que peut-être expliquer un certain nombre de choses à l'étudiant ou le placer dans des conditions où il pourra à un certain moment parler tout fort parce qu'il en a besoin pour comprendre ce qu'on vient de lui dire, assimiler ce qu'on vient de lui proposer, etc., etc. Autre particularité, autre problème qui est proposé par les professionnels, ils ont des troubles connexes, visuels, auditifs, moteurs, comme beaucoup d'autres personnes. Vous savez qu'il y a le spectre de l'autisme avec ses caractéristiques, telles qu'on peut les retrouver dans le DSM-5. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle des troubles associés ou des comorbidités. Une comorbidité étant le fait que, certes, je suis autiste, mais peut-être qu'en même temps, j'ai des troubles de l'attention avec de l'hyperactivité. Peut-être que j'ai un trouble bien établi de dépression, dont on sait, par exemple, que la dépression, en termes de prévalence, est à un niveau supérieur à la normale chez les personnes Asperger. Donc, de fait, il y a d'autres troubles à prendre évidemment en considération, mais qui ne relèvent pas, à proprement parler, des caractéristiques de l'autisme. Alors aussi, ce trouble les professionnels signalent parfois des troubles psychiques. En effet, on peut parfaitement avoir, je vous le disais tout à l'heure, une dépression ou une schizophrénie et avoir des caractéristiques de l'autisme. Des difficultés aussi, on tombe là sur une caractéristique tout à fait essentielle, que sont les fonctions exécutives, c'est des difficultés à s'organiser, à gérer les changements, à gérer l'imprévu. Alors, changement imprévu, j'en ai parlé un petit peu avant tout à l'heure, c'est, en effet, les changements sont problématiques, mais les changements sont particulièrement problématiques s'ils ne sont pas prévus. Alors, on pourrait se dire, on peut déjà, dans la mesure du possible, éviter les changements. Mais ce qui est vraiment crucial, c'est que quand on sait qu'il y aura des changements, c'est de les préparer. Donc là, en l'occurrence, prévenir l'étudiant que son examen est retardé, que la salle d'examen a changé, que la séance de travaux pratiques qui devait se faire à tel endroit, habituellement se fait à tel endroit, mais là, exceptionnellement, il se fera à un autre endroit parce qu'on a besoin d'un matériel qui ne se situe pas au premier endroit, etc., etc. Donc, de l'imprévu, il y en a toujours. Il ne s'agit pas non plus de l'éliminer, mais c'est absolument essentiel de rendre visible, de rendre prévisible ces changements. Alors, je vous ai dit, on peut mettre en face un certain nombre de caractéristiques liées à l'autisme. Les difficultés de communication, en dehors, en effet, du niveau de langage qui a été développé, il y a des particularités. J'ai mis ici, par exemple, la pragmatique. La pragmatique, vous savez, c'est cette partie du langage qui fait qu'on adapte sa façon de parler à la situation, à la personne à laquelle on s'adresse, etc. Eh bien, on sait que chez les personnes autistes, cet aspect du langage est parfois problématique. On appelle ça des troubles de la pragmatique. Autre trouble bien connu dans le domaine de l'autisme, c'est la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est cette compétence que nous avons à savoir imaginer, par exemple, ce qu'une personne peut bien penser dans une situation et en fonction de ce qu'on est en train de lui dire. Si je dis à une personne, imaginez, ça pourrait être le cas d'un étudiant ayant un syndrome d'Asperger, il va dire à sa voisine « Oh, mais vraiment, les vêtements que tu portes, ils sont vraiment très moches et pour telle ou telle raison, etc. » Ça, c'est un défaut de théorie de l'esprit, c'est-à-dire cette difficulté à saisir que si on fait ce commentaire, qui est tout à fait authentique en tout cas, alors il ne s'agit pas d'empêcher aux gens d'être authentiques, mais il faut savoir que dans certains cas, être authentique devient extrêmement blessant pour la personne à laquelle on s'adresse. Et donc, forcément qu'on va trouver des troubles de la communication, de l'interaction sociale avec les étudiants. S'ils sont toujours extrêmement authentiques, mais parfois extrêmement blessants, vous voyez bien qu'ils vont finir par se trouver exclus du groupe d'étudiants dans lequel ils évoluent. Donc voilà, deux raisons ici. Si on connaît un petit peu ce qu'est la pragmatique, si on sait ce qu'est la théorie de l'esprit, on peut faire des aménagements où on peut apprendre à la personne à repérer un certain nombre de signes dans la communication sociale. Je continue. Les étudiants parlent seuls, fort, font du bruit. Ici,
je vais revenir là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre maintenant, mais il y a des particularités sensorielles. Il faut absolument en tenir compte. J'ai réservé une petite partie dans un instant sur cet aspect-là. À nouveau, on retrouve la théorie de l'esprit. Je lis, pour bien comprendre, j'ai besoin de parler fort. Je ne traite que cet aspect de la situation, donc je relis et je parle fort. Mais si j'ai des problèmes de théorie de l'esprit, je ne vais donc pas imaginer qu'à ce moment-là, je deviens gênant pour toutes les personnes qui sont autour. J'ai rencontré des personnes qui travaillent dans les bibliothèques. Elles me disent, mais voilà, l'étudiant autiste, parfois, il est gênant de tout le monde parce qu'il fait du bruit, parce qu'il parle de fort, il se fait des commentaires forts, etc. Bon, là, soit on va lui proposer une petite salle dans laquelle il pourra vraiment travailler parce qu'il en a besoin, ou on essaiera de lui apprendre à tenir compte des autres personnes. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est simplement un traitement qui ne se fait pas spontanément, qui ne se fait pas naturellement. Donc vous voyez bien, la théorie de l'esprit, on la trouve mobilisable très fréquemment pour expliquer un certain nombre de problèmes. Je continue. Des troubles connexes, visuels, auditifs, etc. Voilà, il faut savoir que dans bon nombre d'étudiants, de jeunes relevant du syndrome d'Asperger, il y a des problèmes de coordination motrice. On appelle ça la dyspraxie. La dyspraxie, c'est cet ensemble de compétences motrices, mais qui ne sont pas innées, que l'on apprend au fil des apprentissages. Je connais encore des jeunes Asperger qui sont étudiants, mais qui éprouvent un mal incroyable à pouvoir couper leur pizza dans leur assiette. C'est un problème, en effet, de dyspraxie visuospatiale notamment. Donc là, soit à nouveau, on va permettre un entraînement pour améliorer sa motricité, ou on va s'arranger pour réduire les activités qui réclament une coordination motrice, en tout cas tout à fait importante, ce qui est le cas dans le domaine scientifique, par exemple à l'université, où il y a réalisé des travaux pratiques avec des gestes extrêmement fins. Alors si c'est fondamental, peut-être qu'il faut réorienter l'étudiant. Si c'est moyennement fondamental, on va essayer d'aménager pour qu'il assiste bien à l'aspect pratique qu'il doit acquérir, mais on va éviter en tout cas qu'il fasse peut-être lui-même les gestes. On a aussi des problèmes d'hyperacousie. L'hyperacousie, vous savez, c'est cette possibilité qu'ont certaines personnes d'entendre des bruits infimes, voire dans une pièce à côté. J'ai une étudiante qui est de ce niveau-là. Quand elle est dans mon bureau, quand elle me rencontre pour parler de son travail, parfois elle me dit ah Patrick, je ne comprends plus ce que tu me dis parce que dans ton bureau, la collègue qui parle, j'entends autant ta collègue dans le bureau d'à côté que ce que tu es en train de me dire maintenant. Voilà typiquement ce qui relève d'un problème d'hyperacousie. Or, vous voyez bien que dans ce cas-là, pour cette personne, c'est un brouhaha incroyable et constant. Et si elle veut travailler, si elle veut discuter avec quelqu'un, elle est obligée de se mettre dans un endroit qui la débarrasse de tous les bruits qui l'empêchent de comprendre. Ça, c'est l'hyperacousie. Et puis, je l'ai dit aussi tout à l'heure, on peut avoir des troubles de l'attention. On peut avoir des troubles de l'attention associés en plus à des troubles de l'hyperactivité, ce qui ne va pas être très facilitant, en tout cas, pour tout l'aspect collectif, le travail en groupe, par exemple. Et puis aussi, je l'ai dit tout à l'heure, la dépression. La dépression, souvent liée au fait que ces personnes autistes dites de bon niveau de compétences cognitives, intellectuelles, ces personnes ont du mal dans la relation sociale. Elles constatent bien qu'elles ont du mal à se faire des amis. Elles en ont conscience, ce qui, dans un certain nombre de cas, va déclencher des comportements, en tout cas, dépressifs. Difficulté à s'organiser, à gérer les changements, etc. Typiquement, ça relève d'une caractéristique qu'on appelle les fonctions exécutives. Alors, que sont les fonctions exécutives ? Alors, une compétence que nous avons à peu près tous. Je prends au plus simple, celle que je prends généralement quand je fais une conférence avec des parents, notamment. Fonction exécutive, c'est ce dont on a besoin, par exemple, ou ce dont a besoin un enfant si on lui dit « Ah, c'est l'école, bientôt, dépêche-toi, habille-toi ». Donc, habille-toi, en fait, c'est une consigne. C'est une consigne et elle donne l'idée de l'état final auquel je dois absolument accéder. C'est être, en effet, vêtu correctement, en plus. Vêtu correctement.
En quoi les fonctions exécutives entrent-elles dans cette situation-là? Eh bien, les fonctions exécutives, c'est cette compétence qui va me permettre à la fois de connaître les activités plus élémentaires que je dois enchaîner, et en plus de ça, la chronologie avec laquelle je dois enchaîner ces activités. Donc, vous voyez bien que les fonctions exécutives, c'est une compétence dont nous faisons usage quotidiennement, quasiment à chaque instant de la vie. Donc, si on a des problèmes de fonctions exécutives, on va avoir des problèmes d'organisation. Alors, je reviens sur la manière de s'habiller. La manière de s'habiller quand on a des troubles des fonctions exécutives. Dans certaines prises en charge, enfin, dans certaines interventions, vous savez, on va développer des habitudes un peu répétitives et on va décider, par exemple, dans tout ce que l'on a à faire, eh bien, chronologiquement, c'est organisé comme ça. Ce qui est à faire est à gauche, et puis je vais petit à petit de la gauche vers la droite avec tout ce que j'ai à réaliser. C'est le sens traditionnel de la lecture qu'on a adopté. Et puis aussi du haut en bas. Je reviens à mon exemple de s'habiller. J'ai donné cette consigne à un jeune qui a, je ne sais pas moi, 8 ans. Normalement, il est largement en âge de s'habiller tout seul, mais il a des problèmes de fonction exécutive. Eh bien, si je veux qu'il s'habille seul, d'une part, autonomie, ensuite qu'il le fasse correctement, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, dans sa chambre, sur son lit, par exemple, je vais mettre ses vêtements, en partant de la gauche et la droite dans le bon ordre. Je ne sais pas, son sous-vêtement, ses chaussettes, son pantalon, son t-shirt, son pull-over. Alors s'il est dyspraxie, il y aura peut-être des problèmes de devant, derrière, à l'endroit, à l'envers, certes, mais au moins je ne vais pas retrouver, comme on peut le trouver parfois dans des institutions, le slip par-dessus le pantalon parce qu'on s'est habillé en prenant au hasard le tas de vêtements tel qu'il était proposé. Donc la fonction exécutive et l'aménagement, vous voyez que ça peut parfois être très simple, c'est ranger les choses dans l'ordre dans lequel on doit les produire, ce qui va servir à la fois de sorte de pense-bête, je vais tout faire puisque tout est là, et je vais le faire en plus dans le bon ordre. Donc si on a des problèmes de fonction exécutive, ça touche aussi les jeunes qui rentrent à l'université, eh bien je vais avoir du mal à m'organiser. Je vais avoir du mal aussi, j'ai mis ensuite la prévisibilité, à gérer les changements. Si on me laisse tout seul pour gérer les changements, ça risque même d'être catastrophique. Il y a des tas de films qui sont accessibles sur Internet. Sur un site qui s'appelle Participate, où il y a beaucoup de témoignages sur les caractéristiques de l'autisme. On voit un jeune qui a, je ne sais pas, environ 17-18 ans, il se déplace, il va à un endroit, on lui a appris à se déplacer, fonction exécutive, et puis il arrive à un endroit où il doit traverser un boulevard. Mais ce jour-là, il y a des travaux. Et on l'oblige à aller ou plus loin, enfin, on l'oblige à changer. Le parcours ne sera pas le même. Il est absolument décontenancé. Il ne sait plus quoi faire. Parce qu'il y a un changement et que le changement n'a pas été prévu. Alors là, quand on fait ça, il faudrait en effet dire « et si tu arrives là et qu'il n'y a pas ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça ». Donc, la prévisibilité des changements, c'est absolument crucial. Pour nous, ça semble tellement évident que si on ne peut pas traverser là, on va un petit peu plus loin, on traverse là, puis on reviendra sur le trottoir d'en face. Ça, c'est vrai quand on a une gestion du temps, de l'espace, quand on a un fonctionnement standard d'une certaine manière. Mais si on a des troubles des fonctions exécutives, ça posera un problème énorme. Donc la prévisibilité, fonction exécutive, vraiment 2 points absolument essentiels. Alors la métacognition, c'est ce qui aide un petit peu à ça. La métacognition, c'est cette compétence que nous avons pour savoir, par exemple, qu'on a plus de difficultés sur cette partie du cours que sur celle-là, ce qui va nous conduire peut-être à consacrer plus de temps sur la première partie que sur la seconde. Ou au contraire, dire, là, j'y comprends tellement rien, il vaut mieux que je consacre mon énergie cognitive, mes facultés de travail sur une autre partie. Donc la métacognition, c'est aussi cette capacité à être la gestion des choses de manière très générale, c'est ce que veut dire méta, au-dessus du traitement cognitif. Et là, on sait qu'il y a des fonctionnements particuliers, en tout cas pour une partie des personnes Asperger. Deuxième série de problèmes qui ont été signalés, difficultés dans la dimension émotionnelle. Alors j'ai mis difficulté à comprendre les émotions, anticiper les émotions, avoir des émotions standards, etc. Vous pourriez là vous-même compléter quelles sont les caractéristiques qui sont mobilisables. Comprendre les émotions, ça j'en ai pas vraiment parlé, je l'ai dit en début d'intervention. Une difficulté que rencontrent beaucoup de personnes autistes,
c'est la lecture des expressions faciales. Avant de commencer cette session, je discutais avec la collègue qui organise ces modules, et elle disait, pour un certain nombre d'intervenants, ce qui est difficile ici, c'est de s'adresser à une caméra, et la caméra, elle ne change pas de tête. Vous allez voir, je vais revenir sur cet aspect-là dans quelques instants. La caméra, elle ne change pas de tête, alors que quand vous adressez à un groupe, par exemple, vous voyez bien qu'à un moment donné, quand vous dites quelque chose, les gens ne semblent pas comprendre ou ne pas être d'accord, etc. Ce qui vous permet immédiatement d'ajuster votre discours, donner plus d'informations ou poser une question. Donc, la lecture des expressions faciales, c'est un élément de communication tout à fait important. Alors, il y a parfois des gens qui font des études, on dit « Ah, mais la communication non verbale, c'est 60% de la communication ». Alors, ça peut varier, hein, et je vous montrerai aussi, enfin, vous irez voir tout à l'heure une vidéo qui montre que ça peut être très variable selon la situation. Toujours est-il que quand on n'arrive pas à lire les émotions des autres, quand parfois, et bon nombre d'autistes ont du mal à avoir des expressions faciales qui sont en accord avec leurs émotions, eh bien, on a une difficulté de l'interaction sociale absolument évidente. Donc, on pourrait croire que c'est du superflu, mais non, pas du tout. Les émotions, l'anticipation des émotions des autres. Alors, l'anticipation des émotions des autres, ça relève à nouveau de la théorie de l'esprit. D'accord ? Si je dis ça, normalement, elle devrait être contente. Elle n'est pas contente. Pourquoi ? Parce que j'ai mal expliqué ou parce que je me suis trompé sur ses propres intérêts, etc., etc. Donc, à nouveau, théorie de l'esprit au cœur vraiment de l'interaction sociale. Bon, avoir des émotions standards, ça aussi, peut-être en avez-vous rencontré. L'enfant autiste qui rit, personne ne comprend parce que ce qui le fait rire, lui, ne vous fait pas rire, vous, et parfois c'est réciproque, ce qui conduit, et je vais revenir aussi sur cet aspect-là, à avoir des explications, ce qu'on appelle des attributions sur ce qu'est la personne, parfois bien éloignées de ce qu'est la réalité. L'étudiant n'arrive pas à respecter les démarches, les procédures, les consignes, ou parfois le contraire. Hein. C'est-à-dire que vous avez donné une consigne et il l'applique à la lettre, alors même que on sait bien qu'un étudiant lui a donné une consigne, mais s'il y a une petite variation sur, je ne sais pas, la couleur du matériel, on vous a dit, vous prenez le tube rouge, enfin, etc., mais là, il n'est pas vraiment rouge, etc. Eh bien, si c'était prévu comme ça risque de poser des difficultés justement à l'étudiant. Donc les problèmes de procédure, de consigne, évidemment, on relève à peu près ici des mêmes choses. Ce qui est surtout important, c'est que très souvent, quand on enseigne, on a l'impression que nos consignes sont parfaites, complètes. Mais très généralement, il y a au moins une partie d'implicite que les autres étudiants complètent. Et vous allez voir, je vais illustrer tout à l'heure sur le fait de compléter des informations qui ne sont pas totalement présentes. Toujours est-il que très souvent, les consignes qui sont données ne sont pas totalement complètes. Il y a une part d'implicite. Et donc là, parmi les conseils en tout cas, si en tout cas vous regardez et que vous êtes enseignant par exemple, réfléchissez au côté opérationnel de votre consigne. Vous faites ci, puis ça, etc. Vous savez que dans les consignes particulièrement non opérationnelles, je me place à un moment où on va arriver aux examens, on peut dire, bon, surtout, revoyez, enfin, étudiez ça pour la semaine prochaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire, revoir ou étudier pour la semaine prochaine? Vous voyez bien que tout ce qu'on va en faire, du matériau donné en cours, va dépendre des procédures de traitement qu'on a l'habitude d'utiliser. Pour un étudiant qui relève du spectre de l'autisme, toutes ces consignes très génériques n'indiquent en rien sur ce qu'il faut faire. Donc là, il faut être absolument vigilant. Alors, difficulté à faire comprendre les règles. Là, je me place du côté, en effet, de l'enseignant, faire respecter les délais ou d'accepter qu'on puisse les changer, etc., ce qui arrive assez souvent. Une dernière chose, c'est sur les comportements qui ne sont pas toujours standards et donc pas toujours très bien compris des autres et pas très mal perçus. Hein, parfois, je parle à la fois ici des professionnels, mais des administratifs. Hein. J'ai vu parfois des collègues à l'administration dire « mais cette personne m'a dit ça, elle a fait ci, c'est quand même incroyable ». Je dis non, c'est pas incroyable si tu imagines que cette personne n'a pas de théorie de l'esprit. Je lui explique à ce moment-là ce que c'est. Si on a une connaissance des possibilités que peut avoir un étudiant
autiste quand il vient réclamer quelque chose à la scolarité, si on a cette connaissance-là, on ne va pas faire ce qu'on appelle des attributions erronées en disant « mais il est impoli, il est ceci, il est cela ». C'est souvent pas le cas du tout. Alors, c'est pas exclu non plus, hein. Peut-être que tous les autistes ne sont pas très polis. Mais dans un certain nombre de cas, ce n'est pas un problème de politesse, c'est un problème de compréhension de la situation. Donc, si on cumule tous ces petits problèmes, c'est ma dernière ligne ici, l'étudiant est souvent mis à l'écart du point de vue des autres étudiants, mais aussi du point de vue des enseignants, du point de vue de l'administration. J'ai mis à l'écart même sur le plan pédagogique, et je pourrais rajouter à l'écart même sur le plan administratif. J'ai mis sur l'aspect émotionnel une notion assez récente dans la recherche, c'est la notion de neurone miroir. Alors je ne vais pas prendre toute la matinée pour vous expliquer ça. Je vous invite à aller voir en tout cas. Mais en quelques mots, les neurones miroirs découverts en Italie il y a une bonne dizaine d'années maintenant, enfin disons une dizaine d'années, c'est aussi là une de nos capacités. C'est que quand on voit quelqu'un, par exemple, dont le visage montre qu'il y a une grande tristesse, les neurones miroirs ne sont pas des neurones particuliers, mais sont des neurones, c'est une partie de notre cerveau qui, voyant cette information de grande tristesse, vont s'animer comme si nous étions exactement dans la même situation. Ce qui va notamment déboucher sur ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est au moins la compréhension de l'état émotionnel de la personne que l'on a sous les yeux. Eh bien, on sait que du point de vue des personnes autistes, il y a des problèmes en termes de neurones miroirs. Soit ils ne fonctionnent pas exactement de la même façon que chez les personnes ordinaires, soit surtout, ils ont un déclenchement retardé, ce qui fait que, généralement, même s'il y a de l'empathie, elle ne va pas être immédiate. On va voir quelqu'un souffrir parce qu'il vient de se blesser, mais l'empathie ne va pas apparaître. Et justement, on va considérer que la personne autiste n'a pas d'empathie, ce qui n'est pas le cas. Et les raisons sont multiples, mais notamment pour ces problèmes de théorie de l'esprit, son problème de lecture des expressions faciales, ses problèmes de neurones miroirs, donc tout un tas en tout cas de bonnes raisons qui vont faire qu'au moins dans un premier temps, on aura l'impression que c'est une personne sans cœur, ce qui n'est pas du tout le cas.